On va parler du PACS maintenant, mais du PACS au niveau des droits et des obligations avec Sophie Bourlon, notre notaire. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci d'être là. Le PACS, c'est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures de sexe différent ou du même sexe pour organiser leur vie commune. Il n'est pas ouvert aux personnes mariées, ni pacsées, ni évidemment aux mineurs. Non. Il y a des devoirs et des obligations. D'abord, les obligations, ça engage à quoi un PACS? Alors d'abord, le PACS, ça engage à une vie commune, à une aide matérielle et à une assistance. Donc la vie commune, effectivement, c'est partager un logement commun. L'assistance matérielle, elle est réciproque, c'est-à-dire que chacun, effectivement, doit venir en aide à l'autre en proportion des revenus de chacun, bien entendu. Et puis, l'assistance, c'est payer les dettes de la famille, des partenaires, puisque c'est comme ça qu'on appelle les personnes engagées dans un PACS. Les partenaires, voilà. Quelles que soient ces dépenses, dès lors qu'elles constituent des dépenses pour la vie commune. D'accord. Même si elles sont souscrites par l'un, eh bien l'autre est tenu de les payer aussi. Les droits, la personne qui se PACS, elle perd des droits. Oui, elle a des avantages, mais alors forcément, elle perd des droits. Elle perd l'allocation de soutien familial, elle perd l'allocation de veuvage, et puis sous certaines conditions, éventuellement, le revenu de solidarité active. En termes on va parler de fiscalité aussi dans un instant, parce que ça, c'est aussi un aspect important. Mais dans la vie professionnelle, ça change quelque chose, le PACS, ou pas? Oui, parce que c'est un petit peu considéré comme pour les conjoints, c'est-à-dire qu'on a droit à quelques jours pour l'adoption d'un enfant, on a droit à quelques jours en cas de décès du partenaire. On retrouve finalement le même principe que quand on est marié, avec dans l'administration, le rapprochement des partenaires en cas de mutation. Le rapprochement familial en cas de mutation. Voilà, exactement. Ouais, ça joue autant que le mariage, c'est pareil. Quasiment, on retrouve les mêmes règles. En termes de biens et de logements, ça facilite aussi les dossiers ou ça... Alors là, on a le choix finalement, mais si on ne fait rien du tout, les partenaires sont unis sous le régime de la séparation de biens. Et donc là, comme pour les conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, chacun reste propriétaire des biens qu'il avait avant le mariage, des biens qu'il va acheter seul après le mariage. Et puis, chacun est seul propriétaire de ses revenus, de ses salaires. Donc, il n'y a pas du tout de masse commune, comme si on voulait faire une comparaison avec le mariage. Dans certains cas, les biens restent la propriété exclusive de chacun des pacsés. Oui, parce que, comme je disais, si on ne fait rien, on est sous le régime de la séparation de biens, mais on peut décider, pour des questions d'ordre de patrimoine, de se dire, finalement, je vais faire une convention et on va être sous le régime de l'indivision. Donc là, tout est indivis, mais certains biens en sont exclus, notamment les biens dont on hérite ou qu'on reçoit par donation, comme sous le régime d'un mariage. D'un mariage, exactement pareil. Du côté de la fiscalité, on va terminer avec ça. La fiscalité, il y en a beaucoup qui se pacsent pour payer moins d'impôts, clairement. Alors là, on oublie toute forme le tampon de la préfecture, le machin, romantisme, tout ça, walou. Mais c'est efficace pour en cas de décès. Voilà. C'est surtout efficace en cas de décès parce que le partenaire va bénéficier d'une exonération totale des droits de succession. À une condition quand même, et ça je souhaite insister parce que c'est quand même des soucis qu'on rencontre souvent, dans l'esprit des gens, on est pacsé, on est tranquille, on est héritier. Absolument pas. On est pacsé, on bénéficie de l'exonération des droits de succession, mais pour être héritier, il faut adosser au PACS un testament. C'est impératif. Il faut faire un testament. En termes je reviens sur la fiscalité, ça joue sur la déclaration des revenus par exemple? Oui, mais vous êtes deux, donc vous paierez les impôts comme un couple, que ce soit pour l'impôt sur le revenu ou de manière plus marginale pour l'impôt sur la fortune. Mais finalement, on tient compte des deux revenus des deux partenaires. Donc, on paye moins. Il n'y a plus de grosse différence aujourd'hui. Ah oui. C'est terminé, ça. Ça n'a plus d'intérêt. Non. Donc, pacsez-vous uniquement par amour, et puis c'est tout. Voilà, pas par fiscalité. Et puis pour vous protéger en cas de décès, parce que c'est vrai que c'est important aussi de préserver la sécurité de celui qui survit. Très bien. Merci pour tous ces conseils techniques, Sophie. Quelques questions, Anne-Sophie, ont dû arriver sur votre boîte mail. Oui, Thibault, j'en avais même beaucoup, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, j'en ai choisi une, celle d'Élodie, qui s'interroge, qui dit « Nous sommes en couple, nous sommes pacsés, heureux tous les deux, nous avons acheté notre maison et nous allons avoir un bébé. Est-ce que nous n'avons pas intérêt, au final, à nous marier maintenant ?» Alors effectivement, la situation idéale quand même pour protéger, notamment en cas de décès, c'est le mariage, ça reste le mariage. C'est vrai qu'on peut prévoir des choses par testament, mais on a une situation bien plus privilégiée si on est marié. Et puis aussi, quand même, alors excusez-moi, vous me parlez de mariage, je vais parler de divorce.
Mais si on se sépare, eh bien, il y a quand même une protection plus importante aussi pour le conjoint. C'est différent. C'est vrai D'accord. que la situation idéale, ça reste le mariage, notamment pour la reversion de la pension de retraite aussi. Très bien. Merci beaucoup Anne-Sophie. Bon, bah, voilà. Merci beaucoup Sophie, merci beaucoup Anne-Sophie. Voilà, j'y ai arrivé.